cette très bonne transition d'ailleurs, qui n'a pas été répétée avant, vous devez le savoir. Donc avant même de vous aider à orienter vos recherches sur Internet ou par d'autres biais, il faut tout d'abord se poser une question essentielle qui est de savoir ce qu'on cherche. Qu'est-ce que je cherche? Alors, comment sélectionner un bon document? Ça peut paraître bête comme question, mais c'est pour éviter de faire des recherches tous azimuts parce que vous savez comme moi, en tant qu'enseignant, que on perd énormément de temps dans la recherche, que ça peut être très chronophage. Et donc, pour vous éviter ça, il faut déjà avoir un petit peu une idée de ce qu'on cherche. Alors, quelle forme on veut donner tout d'abord au document qu'on recherche? Quelle est la forme de ce document? Pour nous, dans nos pratiques de classe, il va falloir privilégier la variété des supports. Des audios, oui, mais quoi comme audio? Est-ce que juste de l'audio, une vidéo? Qu'est-ce qui se prête le mieux à la tâche qu'on vise? Est-ce que on va plutôt avoir un support infographique, une musique? Peu importe. Un document de travail, on va voir, on va trouver. Diversifier les typologies de la compréhension écrite, de la compréhension orale. Bon, ça, vous savez déjà faire en général, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Respecter des critères de longueur. Alors, ça paraît évident, mais selon le type de document que vous voulez faire travailler, le niveau également de vos apprenants, il va falloir veiller à ce que ce soit bien cohérent. Et pour finir, veiller à l'authenticité des documents. Mais ça, on va en reparler. Donc, je vous ai mis quelques exemples, juste comme ça, dans les domaines qu'on traite beaucoup au Français des affaires, c'est-à-dire la santé, les relations internationales, les affaires et tourisme, hôtellerie, restauration. Donc là, vous voyez, je vous ai mis une infographie en, en, en français de la santé, un audio extrait de RFI pour du français des relations internationales. Je vous ai mis également un bilan d'entreprise, c'est un bilan d'entreprise LVMH, trouvé sur Internet, pour du français des affaires, et une petite vidéo en français de l'hôtellerie-restauration, enfin là c'est un réceptionniste. Voilà, donc ça vous donne une idée de la diversité de documents qu'on peut trouver et du coup la nécessité de se poser la question de qu'est-ce que je recherche. Quel contenu? Cibler des thématiques relevant du domaine professionnel des apprenants. Alors, ça peut paraître bête comme remarque, mais ça ne l'est pas parce que il est essentiel de bien cibler pour que votre apprenant s'y retrouve et que on puisse aller directement sur l'objectif visé. Néanmoins, certaines tâches sont transversales. Par exemple, je ne sais pas, se présenter, raconter son parcours, etc. Que ce soit un grand chef cuistot qui vous raconte ça ou un homme d'affaires, au final, ils vont utiliser les mêmes outils linguistiques, à peu près le même vocabulaire. Donc, au niveau linguistique, vous allez pouvoir travailler ça. En revanche, au niveau des savoir-être, peut-être qu'au niveau de l'approche interculturelle, vous aurez peut-être des choses différentes. Donc, c'est encore mieux. Disons que c'est du bonus quand vous arrivez vraiment à trouver votre domaine. Prendre en compte la sensibilité des apprenants, évidemment, commettez pas d'impair de ce côté-là. Respecter le niveau linguistique visé ou évalué. Il va de soi que beaucoup de documents authentiques sont dans des niveaux de compétences assez élevés en général. Enfin, en tout cas, on a tendance à penser ça, parce que c'est pas forcément le cas. Un appel téléphonique, un message sur répondeur peuvent totalement être du niveau A2, mais on a plus en tête des documents audio un peu massifs, des documents à lire de niveau B2, C1, etc. Donc ça va être vraiment à nous de bien chercher les documents qui s'y prêtent. S'assurer de la pérennité des documents. Alors, typiquement, en ce moment, quelqu'un qui travaille dans le français de la santé ou quelqu'un qui travaille dans le français des relations internationales ne peut pas faire l'impasse sur le sujet du coronavirus. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas pérenne, enfin, j'espère que ce n'est pas pérenne, le coronavirus, normalement, dans quelques mois, on n'en parle plus. Néanmoins, vous voulez le faire. Pour s'assurer de la pérennité des documents et vous en resservir, parce que c'est ça aussi le problème quand on fait du français professionnel, c'est que un coup on va faire une formation, un coup on va en faire une autre, et on peut peut-être ne pas réutiliser. Là, l'objectif, c'est de réutiliser. Le Covid, le document, bah, au lieu de choisir quelque chose sur les chiffres qui vont évoluer,
entre aujourd'hui et demain, eh ben, choisissez quelque chose sur les gestes barrières, je n'en sais rien. Les gestes barrières, ils vont pas changer, eux, entre aujourd'hui et demain. Donc essayez d'avoir une approche un peu pérenne pour réutiliser vos docs. Voire même sur certains, vous pouvez supprimer les dates s'il n'y a pas besoin de la date. Proposer une approche interculturelle, socio-professionnelle même, j'aurais dû écrire. Ça va plutôt être dans les savoir-être. Si vous avez des choses sur les savoir-être, c'est encore mieux. Comment se comporter dans telle situation, etc. Considérer et prévoir l'exploitation en vue de la tâche visée. Alors oui, ne pas partir marteler la tête et se dire ah, je veux un document sur un thème. Non, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Faut savoir la tâche que vous visez. Vraiment, l'objectif qu'on va viser, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire après. C'est pas le tout d'avoir glané 3-4 mots de vocabulaire par-ci par-là au sujet de je sais pas quoi, l'œnologie. On s'en fiche. Pour votre étudiant qui va devoir présenter un vin, il faut qu'il soit capable de décrire un vin, pas juste avoir 3-4 mots. Donc, viser une tâche parce qu'on est trop souvent, parfois, on écoute un super son et on se dit, oh, il est formidable ce son. Oh, je le garde. Oh, je vois bien ma compréhension globale. Oh, je vois bien ma compréhension détaillée. En plus, il y a un petit coup d'imparfait passé composé pile poil comme je voulais. Et en fait, au final, à part une belle compréhension, ça n'a servi à rien. Donc maintenant, ces choses étant dites, passons à la suite parce que le temps passe et je me suis un petit peu trop étendue. Collecter des données. Alors, des petits conseils pour dénicher des documents d'entreprise. Alors, je vais faire un partage d'expérience avec vous parce que je n'entends pas avoir la réponse à toutes vos questions, malheureusement. Mais je fais un partage d'expérience parce que j'ai été amenée à intervenir auprès de pas mal d'entreprises. Donc, voilà, je vous dis tout. Comment obtenir des documents d'entreprise? Parce que ça, c'est vraiment ce qu'on nous apprend en théorie en tant que prof de FLE, que prof de FOS. On nous dit si vous pouvez collecter des données sur le terrain, c'est encore mieux. Oui, essayez de le faire. Tâchez de le faire. Contactez, mettez-vous en contact avec le commanditaire ou alors soit avec le coordinateur, le responsable pédagogique de l'institution dans laquelle vous travaillez, qui lui a peut-être le contact de la personne en question, soit directement auprès de l'entreprise avec laquelle vous fonctionnez. Selon la taille de l'entreprise, parfois ils ont même des responsables de formation. Donc eux pourront vous guider et parfois ils vous permettent de faire des enquêtes terrain. Moi, c'est ce qui m'avait été permis de faire, par exemple, en français du BTP. Donc ça, c'était génial. Ensuite, n'hésitez pas à mettre en avant les raisons pédagogiques. Parce que ce sont souvent des gens très très pris et ils peuvent parfois se dire: «Ouais, bon, la petite formation en français», non, invoquez bien les raisons pédagogiques, c'est une plus-value pour l'employé, il sera plus efficace au travail et aussi, c'est du sur-mesure par rapport à ses missions et c'est au plus près des savoir-faire, langagiers travaillés. Donc ça, c'est notre jargon de prof, les savoir-faire langagiers travaillés, ça leur parle pas dans l'entreprise, donc leur dire au plus près des fonctions, des missions. Donc aller avec cette démarche-là auprès d'eux, en général, ils sont quand même plutôt, ils accueillent avec beaucoup de bienveillance et ils sont très contents de pouvoir vous aider s'ils le peuvent. Mais il arrive parfois qu'on ait des entreprises avec lesquelles tout est un peu sous scellé. Donc je vous invite à rédiger une clause de confidentialité si votre établissement n'en a pas ou si l'entreprise ne vous en fournit pas. Moi, je vous ai fourni la mienne. Alors, j'ai volontairement changé les noms, changé les entreprises, changé les dates. Mais voilà, c'est la mienne. Elle n'a pas forcément une valeur juridique formidable, mais en tout cas, elle a le mérite d'exister et je vous en donne un petit exemple ici. Je vous invite, si vous n'avez pas envie de revisionner tout le webinaire après, à faire une petite capture d'écran rapidement ou une petite photo de l'écran de façon à pouvoir le recopier ensuite et l'envoyer à l'entreprise avec laquelle vous voulez travailler tout en l'ayant montré évidemment à votre institution. Ensuite, et si je n'arrive pas à en obtenir, parce que c'est bien joli tout ce que je vous raconte, mais parfois, comme je vous disais, ben, ils n'ont pas le temps, ou ils n'ont pas envie aussi, ou c'est pas facile. Donc, ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est tâcher de fabriquer des documents à partir de la réalité authentique. On peut tâcher de contacter des amis
professionnel. Alors ça vaut pour les gens qui sont dans un contexte francophone. Pour les enseignants qui sont pas dans un contexte francophone, ça peut être plus délicat. N'hésitez pas à demander des conseils sur LinkedIn, à demander clairement ce que vous cherchez sur LinkedIn parce que les gens globalement ont envie d'aider, donc vous pouvez toujours glaner quelques trucs, quelques conseils. Vous pouvez rechercher des modèles sur internet. Alors quand je dis modèles, ça peut être des modèles de rédaction. Par exemple, savoir rédiger un compte rendu, il y en a des milliers sur internet. Mais il y a aussi des choses qui ont été publiées. Par exemple, là, vous voyez mon compte-rendu du conseil consulaire tenu le vendredi 13 juin 2014 au consulat général de San Francisco. Alors, en termes de documents pas pérennes, là, ça se pose là, hein. Donc, moi, qu'est-ce que j'en fais de ce document? Pourquoi il m'est utile? J'ai trouvé ça, c'est formidable parce que j'ai la façon de jargonner, la façon de mettre en forme. Donc, j'ai tout ça dans ce document. Donc, après, il ne me reste plus qu'à modifier. Le compte rendu du conseil consulaire devient le compte rendu du comité blablabla en rapport avec mon apprenant ou mon groupe d'apprenants. Les participants sont X et Y que j'ai déterminés par rapport à l'entreprise de mes apprenants. Et ensuite, la tenue de la réunion, eh bien, je prends quelques éléments que m'a donné mon, mon groupe d'apprenants. Et ce qui est pas mal aussi avec ça, c'est que, on peut le réutiliser parce que vous pouvez après changer les noms, et cetera. C'est à vous. Ce n'est plus quelque chose de l'entreprise que vous devrez rendre ou restituer ou arrêter d'utiliser à la fin de la formation. Et ensuite, vous pouvez utiliser des ressources désactivées existantes. Alors ça, c'est formidable et nous en avons quelques-uns sur notre site. Je vous invite à aller voir sur notre site. On a des vidéos de professionnels qui s'appellent Le français professionnel action. Je vous ai mis le lien en bleu. Ce sont des vidéos de quelques professionnels qui décrivent leur activité, leur mission et quelques savoirs, enfin, quelques éléments de langage, on va dire, qu'ils utilisent le plus en contexte pro. Ensuite, nous avons des bibliographies et des cytographies qui sont à votre disposition. Alors, dedans, il y a les manuels, les méthodes que vous pouvez trouver qui peuvent vraiment vous aider dans certains domaines. Elles sont pas légion, mais elles ont le mérite de tout être dans la bibliographie, donc c'est bien de le savoir. Et on vous a fait également des cytographies, donc avec des sites utiles par rapport à votre domaine. Là, par exemple, je vous ai pris en relation internale, donc vous voyez, on a la source, le lien, le thème, et on vous a proposé des pistes d'exploitation. Par exemple, ici, c'est note de synthèse d'un dossier documentaire. Il y a 3 documents, les 3 là, pour faire une note de synthèse. Celui-ci, c'est la rédaction d'une lettre de motivation ou le document d'entrée pour un entretien. Ici, la rédaction d'un discours, présentation d'un projet, etc. Et il y en a pas mal comme ça. Donc, je vous invite à aller faire un tour. Et pour terminer avec cette partie-là, il y a également des documents authentiques qui sont sur notre site dans la partie Numérifos, fiches pédagogiques Numérifos. Les fiches pédagogiques Numérifos sont des fiches toutes prêtes à être utilisées en classe. Et en dessous, vous avez des ressources brutes. Donc là, par exemple, j'ai fait une capture d'écran de quelques ressources. J'ai pas tout pris parce que c'était illisible sinon. Ce sont des ressources brutes en hôtellerie-restaurant. Vous avez une carte, une demande d'information, un devis, des forfaits, les horaires d'ouverture, un menu. Donc il y a des choses qui peuvent être simples à trouver en hôtellerie-restauration, par exemple une carte, un menu, etc. Mais un devis, c'est tout de même plus confidentiel. Donc voilà, on vous a mis des ressources en dessous des fiches Numérifos. Il faut scroller en bas et vous allez les trouver. Et au sein des fiches Numérifos, vous avez donc la fiche pédagogique déjà de base. Et à l'intérieur, vous avez des documents, parfois c'est toujours des documents authentiques, ça peut être des sons RFI, ou alors là par exemple en français de la santé, pardon, vous avez ici une ordonnance. C'est une ordonnance réelle qui est intégrée à une fiche pédagogique. Quand bien même vous ne voudriez pas travailler le, la tâche ici, c'est effectuer un prélèvement sanguin. Quand bien même vous ne voulez pas faire ça, mais vous avez besoin d'une ordonnance pour leur apprendre à lire un centre de soins, etc., vous pouvez en vous baladant sur les fiches, en faisant des captures d'écran. Donc je vous laisse tout le loisir d'aller bidouiller sur les fiches, vous allez voir, c'est fantastique. Ensuite, alors tout ce que je vous ai dit, c'est bien joli, mais au final, vous n'avez pas réussi à trouver la perle rare et donc vous allez faire vos recherches sur internet.
Pour tous ceux qui utiliseraient d'autres moteurs de recherche que Google, je m'excuse, cette présentation sera autour de Google. Et je vous remercie d'utiliser d'autres moteurs de recherche. Voilà, néanmoins. Alors ça, je vais passer très rapidement parce que je vois que le temps défile rapidement. Donc, comment fonctionne Google? Ce qu'il faut savoir, il faut un peu connaître l'animal avant de pouvoir rentrer dedans. Tous les critères de recherche sont basés sur le nombre d'occurrences, donc le nombre de fois où ils apparaissent, et non pas le sens des mots. L'ensemble des mots et pas un mot uniquement. Le nombre de liens pointant vers cette page, c'est-à-dire si votre site a été pris beaucoup de fois et ensuite qu'on reroute rapidement vers cette page. Et les 2 points à la fin sont un peu similaires. La présence de mots-clés dans le titre, l'entête, puis le contenu, et la position des mots-clés dans la page. C'est-à-dire que si c'est dans le titre, ça apparaîtra plus que si c'est dans le fin fond du texte. Donc non, c'est pas trop mal fichu pour nous. Pour les gens qui travaillent dans d'autres pays que des pays francophones ou pour des mots qui sont les mêmes dans d'autres langues, n'hésitez pas à mettre vos résultats en français. Parce que par exemple, son, notice, car, c'est des mots qui passent en anglais par exemple, et vous allez trouver uniquement des choses en anglais. Donc je vous invite à chercher en français ou en page francophone. Sur le côté de votre barre de recherche, ou en dessous ou au-dessus, selon la configuration de votre page, vous allez avoir plein de petits bibis. Donc allez cliquer sur ces petits bibis et vous trouverez chercher les pages similaires. Par exemple, si vous avez trouvé, je sais pas, un rapport de stage qui vous plaît et vous dites ah mais je veux montrer un rapport de stage absolument, vous allez pouvoir faire chercher les pages similaires. Lisez bien l'URL, c'est-à-dire le www quelque chose de votre site internet, parce que parfois certains sites sont assez mal conçus, sont un peu obscurs. Donc lorsqu'on clique dessus à partir de Google, on est envoyé très loin dans le site internet. Et en fait, on se dit que ah peut-être que en fait en amont sur ce site j'aurais pu trouver quelque chose de bien. Donc je vous invite juste à supprimer des petits morceaux du fil d'Ariane dans l'URL, de façon à vous retrouver peut-être sur le noyau, la racine du site et après pouvoir cliquer où vous voulez. Et je vous invite aussi dans les petits bibis sur les côtés à vérifier l'annuaire de façon à trier par domaine. Si vous cherchez quelque chose avec des termes très basiques, n'hésitez pas à trier par domaine parce que ça va vous proposer de mettre par exemple en affaires ou en hôtellerie, restauration. Je ne sais pas si par exemple vous cherchez guide de voyage, vous avez soit les livres, soit les personnes. Donc c'est bien de mettre travail, je sais pas, ou quelque chose comme ça, métier, profession. Comment rechercher efficacement sur Google? Alors là, c'est des petits conseils pratiques. Ça a vraiment vocation. Peut-être que vous maîtrisez très bien l'animal, mais c'est vraiment des petits conseils pratiques pour vous aider. Vous évitez les verbes conjugués. Il ne comprend pas. Vous utilisez des synonymes, des pluriels si ça ne marche pas. Pour vos dates, vous variez les formats. Sachez que nous, on a ce format français qui n'est pas forcément commun à tout. Ne vous embarquez pas avec les majuscules, les accents, les symboles, les termes trop communs, les deux, le un, le là, vous enlevez, ça sert à rien. Et parfois, notamment pour les images, n'hésitez pas à rechercher en anglais parce que il y a plus de choses. Ou en espagnol si c'est un truc espagnol. Si vous cherchez des tapas, vous en trouverez peut-être plus en espagnol. Comment dompter Google? Alors, pour rechercher l'expression exacte, en général, ça vous savez bien, mettez des guillemets sans espace avant et après l'expression. Si vous voulez obliger la prise en compte de certains mots, par exemple le bon marché, qui est des grands magasins comme les Galeries Lafayette à Paris, vous voulez absolument montrer, je sais pas, une photo du bâtiment du bon marché. Vous allez taper bâtiment le bon marché, sauf que le, il l'exclut parce qu'il n'en veut pas, c'est trop commun. Bon, il va l'exclure parce que c'est trop commun. Et du coup, il vous reste domaine, bâtiment, pardon, et marche. Parce que vous n'avez pas mis l'accent parce que ça sert à rien. Donc avec bâtiment et marche, il va vous montrer n'importe quoi, peut-être des halles, peut-être des... Vous voulez absolument qu'il vous emmène sur le bon marché. Donc obligez la prise en mettant des plus, sans espace, comme je vous ai fait avec les petits bibis en orange. Vous voulez ignorer un terme, vous voulez montrer un téléphone, mais vous voulez pas vous retrouver sur tous les sites d'achat. Donc vous mettez un petit moins, puis achat sans espace. Vous voulez rechercher des options. C'est-à-dire que vous voulez faire deux recherches en même temps finalement. Ne pas vous ouvrir deux onglets avec deux recherches séparées, vous voulez tout trouver sur la même. Vous pouvez mettre par exemple français professionnel et FOSS. Et vous allez mettre, alors en anglais, parce que ça reste Google, hein, or en anglais. Et comme ça va vous permettre de rechercher tout en même temps.
Retrouver un mot manquant parce que il n'a pas voulu, parce que ça l'intéressait pas, Franquet, là, il vous a trouvé plein de fiches pédagogiques, mais Franquet, non. Vous le forcez, bon, soit avec la prise en compte, soit avec le petit astérisque. Pour rechercher un synonyme, vous pouvez mettre un tilde. C'est cette petite vaguelette qu'on appelle le tilde. Pour faire sur le clavier AZERTY, vous pouvez faire Alt GR et la touche 2. Pour les claviers QWERTY, je n'ai pas eu la présence d'esprit d'aller vérifier, donc je vous invite vous-même à chercher cette information qui sera fort facile à trouver, je pense. Ensuite, vous voulez cibler ou retirer un site d'une recherche, par exemple. Vous cherchez quelque chose et ça vous ramène toujours sur le même site, mais vous ne voulez pas ce site, c'est pas ça que vous cherchez. Donc vous allez faire moins site, deux points, et vous mettez le site en question. Vous voulez trouver un format de fichier en particulier, des conseils méthodaux, oui, d'accord, mais en fiche PDF. Vous allez rajouter file type, deux points, vous mettez sans espace, PDF ou ce que vous voulez, PowerPoint, voilà. Trouver une définition, donc define de pontif, et éviter les termes prêtant à confusion. Alors ça peut être bien pratique, notamment quand vous êtes en spontané, en classe, par exemple, lors d'une formation que j'ai donnée en restauration, j'ai voulu chercher un fouet de cuisine. Voilà, donc j'ai trouvé beaucoup de fouets, pas forcément ceux que je cherchais, pas forcément dans les circonstances où je pensais les utiliser. Donc, je vous invite à rajouter avant safe search, pardon, deux points, fouet, fouet, enfin ce que vous cherchez, et de façon à ne pas tomber sur tout et n'importe quoi si votre mot peut prêter à confusion. Et voilà, donc je vous invite à le faire. Et ça vous évite aussi parfois à chercher très longtemps quelque chose que vous pourriez trouver facilement. Et lorsque vous voulez chercher sur un site spécifique, parfois, les sites sont mal conçus. Ou alors, il n'y a pas de petite loupe pour aller chercher à l'intérieur du site. Ou alors, carrément, le site est tellement costaud que la loupe ne fonctionne pas ou vous n'arrivez même pas à trouver la loupe. Donc, vous allez sur la barre de Google et vous spécifiez que vous voulez rechercher dans ce site-là. Donc, vous voulez chercher le terme éducation, par exemple. Vous allez mettre éducation, site, deux points. Et là, vous mettez votre site internet et ça va vous limiter à ce site internet et il va trouver toutes les pages correspondantes. Donc voilà, c'était plein de conseils pratico-pratiques pour vous, notamment sur Google. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé et que ça va vous aider à trouver plus facilement des documents authentiques, que ce soit auprès de l'entreprise comme sur Internet. Je profite juste de la petite seconde avant que tu ne reviennes avec moi, Alban, pour remercier Madeleine Gaucheran pour les jolis dessins qui ont illustré cette présentation. Alban, tu peux donc revenir avec moi pour la suite. Bien, merci beaucoup, Meryl. J'ai une excellente nouvelle. Tu as presque tenu 17 minutes 30. Ouais, je suis à 22, quoi. Tout petit peu plus, mais c'est pas grave. Je pense que c'était très intéressant, très instructif. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses sur les petits bibis que l'on trouve sur nos navigateurs. Alors, toutes et tous, si vous connaissez le principe, vous avez déjà commencé à poser vos questions, et je vois que c'est le cas de la part de notre ami Timo. Une première question pour toi, Meryl, ou est-ce que... Non, désolé, c'est pas une question, c'est un commentaire. Un petit commentaire de ma part. Perso, j'utilise des opérateurs de recherche, des sites, des files, etc. Et Timo nous donne un lien vers les opérateurs. Donc, il faudrait nous expliquer. Personnellement, je ne sais pas ce que c'est que les opérateurs de recherche. N'hésitez pas à partager aussi parce que c'est un partage d'expérience hein, là Oui, que nous sommes en train de faire. N'hésitez pas à partager dans le chat hein, tous vos trucs et astuces qui pourraient voilà. aider les collègues. Voilà, donc comme Timo vient de le faire, et merci beaucoup, vous pouvez partager une info, un lien, vous pouvez poser une question. C'est le moment, Meryl est encore là pour vous répondre. Voilà, une question de Magali.
Question pratico-pratique. Où peut-on trouver les rediffusions des webinaires? Je n'ai pas trouvé. Eh bien, sur notre site internet, je pense que sur la première page de notre site internet, donc le françaisdesaffaires.fr, je vais voir si je peux vous mettre le lien. Logiquement, vous devriez avoir euh, une page dédiée à ces webinaires. Ah Mais ben voilà, Anne a Anne, partagé le lien. une certaine Anne D, je me demande bien qui c'est, à partager. Très bien. J'espère vous trouver à votre bonheur. Magali, ça s'appelle le rendez-vous du français des affaires. D'autres questions? Et les rediffusions, merci, une certaine Adi, merci de préciser que les rediffusions sont en bas de la page, c'est-à-dire qu'en haut de la page, euh, vous allez avoir les liens pour les prochains webinaires et en bas, les liens pour les anciens. Celui-ci est bientôt un ancien, mais il vous reste quelques minutes pour poser des questions. Avez-vous des questions Ou ou tout vous partagez paraît votre clair? expérience. Vous partagez des expériences? Est-ce que tout vous semble facile, accessible? Est-ce que vous trouvez toujours vos documents professionnels? On s'entend, parce que des documents authentiques, ça va, mais des documents authentiques professionnels, c'est vrai que c'est pas toujours simple. Alors, je vois qu'il y a une remarque qui dit pourquoi n'explique-t-on pas tout ça aux enfants à l'école? Oui, c'est une bonne question. Ce sont plein d'éléments d'ailleurs qu'on ne sait pas forcément nous-mêmes et sur lesquels on devrait être formé plus tard adulte, parce que notamment pour nous les enseignants, on passe quand même beaucoup de temps dans la recherche de documents et notamment en français professionnel. Et enfin, tous mes petits conseils là, c'était vraiment de façon à vous faire gagner du temps dans vos pratiques et trouver plus rapidement le document, la petite perle dont vous auriez besoin pour votre classe. Oui, tout à fait. Donc Magali nous remercie en disant qu'elle ne connaissait pas les techniques de recherche ciblée et qu'elle espère gagner du temps avec tout cela, on y croit. Et petit commentaire d'Amaury, bonjour Amaury, super intéressant, il y a aussi d'autres moteurs de recherche que Google, vous avez absolument raison. Euh, Nous ne faisons la promotion d'aucun en particulier, bien évidemment tout le monde sait que Google est le plus utilisé dans tous les pays du monde, mais Oui, et ma volonté n'était pas de faire la promo de Google, c'est plutôt là un aspect pratique qui fait que dans mes recherches professionnelles, j'étais plus amenée à travailler sur Google que sur les autres moteurs de recherche. Personnellement, à la maison, j'en ai un autre, mais effectivement, au travail, j'utilisais Google. oui, après ces fonctionnalités, je pense, enfin pour ceux que j'ai pu voir, sont reprises hein, dans d'autres moteurs de recherche, les guillemets, les plus, etc. Voilà. Vous pouvez aussi aller voir du côté des images, quand toujours sur un moteur de recherche quel qu'il soit, vous cherchez un mot et vous allez chercher des images se rapportant. Et si votre mot est un document de type facture, devis, eh bien vous allez tomber sur des dizaines et des centaines et des milliers d'images de devis complétées, vierges, de modèles, etc. À voir après ce que vous en faites. N'oubliez pas aussi que vous avez des droits sur les documents. Je ne sais pas si Oui, Meryl a déjà eu un euh, retour de documents qu'on ne pouvait pas utiliser. Ah bah voilà, c'est tout à fait la question de Timo. Comment fait-on pour récupérer un document qui n'est pas libre de droit? pff, dans l'idéal, il est effectivement préférable de demander au détenteur du document des droits ou de lui écrire un petit message pour lui demander si on peut l'utiliser. D'autre part, vous pouvez simplement aussi mettre les liens quand il y en a, mettre la source en dessous, citer la Mhm. source pour bien montrer que ce n'est pas votre travail, mais que c'est le fruit du travail de quelqu'un d'autre. Alors, à moins que vous ayez reconstitué la chose, hein, si vous avez pris, comme je vous racontais tout à l'heure, le compte rendu de San Francisco et finalement il n'a plus rien à voir, c'est devenu mon compte rendu à moi, euh, qui est fictif, là, vous n'avez rien à rendre à personne. En revanche, si j'utilise effectivement le compte rendu de San Francisco tel quel, il est tout de même préférable soit de citer la source, soit de les contacter. Néanmoins, si vous faites un cours, enfin dans les faits, on le sait tous, quand on fait un cours particulier à quelqu'un ou quand il n'y a pas une diffusion
massive ou vous souhaitez pas en faire un livre, vous voulez juste l'utiliser avec votre apprenant en question, c'est vrai qu'on a tendance à pas les demander. C'est pas bien, mais en attendant, c'est vrai que dans la pratique, on le fait. C'est ce qu'on appelle peut-être à tort l'exception pédagogique. N'est-ce pas? N'est-ce Voilà. pas? Autre petite astuce, alors qui marche sur Google, et j'avoue que je n'ai pas vérifié là, pour d'autres moteurs de recherche, quand vous cherchez dans les images, vous pouvez filtrer aussi le type d'image, donc évidemment par taille, par date, etc., mais aussi par nature de droit. Donc vous pouvez sélectionner uniquement les images réutilisables à des fins commerciales, réutilisables à des fins non commerciales, etc. Donc ainsi, vous pouvez Oui. sélectionner d'ores et déjà des documents. Euh, Quand vous allez dans de- la partie Google Images, effectivement, vous avez un petit bibi, comme je les appelle moi, un petit bibi, un petit onglet avec écrit outils, et vous cliquez dessus et ça va se dérouler. Et vous pourrez choisir la diffusion du document, donc Mhm. comme l'a dit bon. Oui. Et ça, c'est pas mal. Petite remarque de Mylène, et je pense que tout le monde enfin beaucoup de gens sont confrontés à cette problématique. Quand on n'est pas dans un pays francophone, les recherches viennent souvent en anglais en premier, même quand on met la recherche en Tout à fait. français, évidemment. Donc avec avec les conseils que tu as donnés, peut-être qu'il y aura moyen de contourner tout ça. Autre remarque de Sabrina, si vous cherchez des modèles de communiqué de presse, les entreprises en mettent en ligne sur leur site. Oui. Tout à fait. Là, par exemple, le document que j'ai pris pour LVMH, qui est un bilan financier de l'année 2019, il suffit de taper, vous voulez un communiqué de presse, vous voulez un bilan, vous voulez des choses comme ça, et vous tapez le nom de l'entreprise à côté, vous en prenez une un peu au hasard. Les grosses entreprises publient plus facilement que les petites, hein. Les entreprises en général cotées en bourse, comme elles ont elles doivent communiquer leurs résultats, elles ont cette obligation-là. En général, tout est en ligne, donc c'est assez facile de trouver pour ces grosses entreprises-là, et ça peut vous aider à faire un document authentique à partir de ça, ou en tout cas de générer du dialogue sur ces documents-là. Mhm. Et oui, donc ils mettent des communiqués de presse et tout ça. Merci Sabrina pour la remarque. On nous pose une question, comment arriver facilement sur les images d'origine sur Google? Mais j'avoue que je n'ai pas bien compris la question. Peut-être Vous voulez... retourner sur le site Ouais, je d'où pense. provient cette image? Non, Quand vous êtes sur j'imagine. Google Images, par exemple, Oui, peut-être. par exemple, j'imagine. Euh, Beaucoup de sites utilisent des images. Ah, et comment récupérer l'image ah, originale? Alors, peut-être dans une banque d'images ou quelque chose comme ça? Il faut voir si le cite, ouais, je comprends. avec un C, la Ouais, source. c'est ça. C'est compliqué de vous répondre sur ce point parce que si c'est cité ou si vous êtes dans Google Images et que vous voyez une image, normalement ça renvoie vers le bon site. Mais parfois, effectivement, ils utilisent soit ce sont leurs photos à eux. Mhm. En général, quand ils mettent pas le lien, c'est que ce sont leurs photos à eux. Et si ce n'est pas le cas, soit ce sont des images libres de droit, mais auquel cas, faut quand même, c'est mieux de savoir d'où elles proviennent, ou alors ils incitent la source. C'est un peu délicat de vous répondre sur ce point exactement parce que je ne sais pas, enfin, quel site utilise quelle image et comment. Donc voilà, je pense que chacun fait un peu sa sauce. Donc, Mhm. Un certain François Renaud nous indique de faire une recherche avec les mots cités dans l'image, par exemple le titre, la source, oui. etc. Et on arrivera peut-être. Voilà. Vous pouvez parfois voir l'image dans son contexte, parfois un clic droit sur l'image. Euh, voilà. Il y a des banques de données pour les images, ajoute André, oui, tout à fait. Et il suffit en général de créer un compte gratuit pour récupérer facilement pas mal d'images, et dont des documents professionnels. D'ailleurs, si je puis me permettre d'ajouter ça, dans les bibliographies que je vous ai montrées dans la présentation, il y a des liens vers des banques d'images de français professionnels qui sont libres de droit. Je vous invite à les consulter parce que vous avez de très belles images. C'est difficile de trouver des images de serveurs,
de réunions ou des choses comme ça. Et là, elles sont très belles, etc. Donc, je vous invite à regarder dans les cytographies qu'on a mises en ligne. Mhm. On peut prendre une dernière question si vous en avez une. Moi, je trouve qu'il y a déjà pas eu, enfin, qu'il y a déjà eu beaucoup de questions pour Pas dire que mal c'est de, plutôt pas un mal de partage questions. d'expérience Oui, plutôt tout à qu'une fait. présentation qui est invitée à des Qui questions. invite Vous à voulez des questions. Donc, ouais, alors un pour dernier partage. un Ou dernier sinon, partage. ou sinon on s'arrête là. Bon. Bah écoute Meryl, je pense que tiens, ça y est, un dernier paquet, un dernier partage, reshot.com et un dernier compliment. Vous êtes brillante. Je pense que sur cette, sur Merci cette Antoine. conclusion parfaite, il faut s'arrêter. Écoutez, super. Mais je vois que Titon fait plein de ressources également. Donc, il dit qu'on peut faire glisser l'image qui nous intéresse sur une barre de recherche. Ainsi, vous aurez plusieurs sites qui l'utilisent. Ainsi, vous pourrez trouver la source. Alors, oui, ça marche. Ça peut marcher. Ça marche pas pour tout. Quand c'est vraiment incrusté dans le site, c'est parfois un peu compliqué. Mais essayez, ça peut marcher. Voilà. Moi, Prochain c'est pour rendez-vous la semaine prochaine. oui, avec Amandine Diogo, qui vous expliquera comment transformer votre classe en ce que vous voulez. Votre salle de classe en quoi? En restaurant, en forum pour l'emploi, en simulation globale. Voilà. Donc je vous invite à suivre mardi prochain à 16 heures le webinaire d'Amandine qui vous expliquera tout ça. Je mets un petit lien sur le chat pour les prochains webinaires. Ils sont aussi annoncés hein, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc. Et vous avez aussi les rediffusions qui sont sur cette même page. Tout est regroupé sur cette page-là. Je répondais donc à quelqu'un qui nous demandait, j'ai plus vu, mais j'ai déjà perdu le lien de Christine, la question de Christine qui nous demandait comment suivre, comment être au courant et suivre tout ça. Voilà, merci beaucoup, à la Merci à semaine tous. prochaine, portez-vous bien et à bientôt. Oui, portez-vous bien. Au revoir.